tous et à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode des podcasts de la recherche. Aujourd'hui, notre invitée est maîtresse de conférences en sciences économiques à Sciences Po Lille et également co-responsable de la préparation à l'agrégation des sciences économiques et sociales au sein de l'établissement. Bienvenue Delphine Pouchin. Bonjour à tous et merci pour l'invitation, pour tout ce travail de préparation et puis merci à Alice Béja également pour elle vous a supervisé, c'est ça? Avant de revenir plus en détail sur vos thèmes de recherche, rappelons rapidement votre parcours. Vous êtes diplômée de Sciences Po Lille en 98, avant d'obtenir en 99 un DEA de sciences politiques à Lille 2 et de préparer les concours pour devenir enseignante en SES. Avec succès, puisque vous avez été reçue coup sur coup au CAPES où vous étiez première, puis à l'agrégation de SES en 2001. Vous enseignez ensuite 6 années au lycée à Arras avant de devenir professeur agrégé détaché dans le supérieur, dit Prague, en sciences économiques à Sciences Po Lille. Le tout en préparant votre thèse, soutenue et validée en 2013. Depuis 2017, vous êtes maîtresse de conférences en sciences économiques à Sciences Po Lille, tout en poursuivant, évidemment, vos recherches en parallèle. Une première question qui me vient à l'esprit, c'est qu'à la vue de ce parcours et notamment de votre parenthèse dans l'enseignement secondaire, nous nous demandons en premier lieu qu'est-ce qui vous a mené vers la recherche. Alors, ce que vous n'avez pas rappelé dans ce parcours, si on remonte à encore plus loin, c'est que j'avais fait ce qu'on appelait à l'époque encore un bac scientifique. Et donc c'est vraiment en arrivant à l'IEP que j'ai découvert les sciences économiques et sociales, que je ne connaissais pas du tout avant. Et ça a été vraiment une révélation en quelque sorte, notamment l'économie pour l'aspect un peu plus théorique et philosophique justement que je ne retrouvais pas côté sociologie, en tout cas dans les enseignements qu'on avait à Sciences Po Lille. Et donc j'ai tout de suite bien accroché entre guillemets, notamment avec les cours d'Arnaud Berthoud à l'époque, qui faisait donc le cours d'économie en amphi en première année et qui avait été également le directeur de la thèse de Patrick Mardella. Et donc assez rapidement, j'ai eu cette envie de travailler dans les sciences économiques et sociales, alors aussi bien économique, sociologie quand même au départ, et plutôt vraiment pour le côté disciplinaire, théorique. J'aimais bien aussi la réflexion sur les concepts dans ces disciplines-là. Alors évidemment, la voie rêvée, c'était la recherche, mais j'avais un côté un peu riscophobe et j'ai préféré assurer mes arrières et donc préparer d'abord le CAPES et l'agrégation de SES, surtout que Patrick Mardella avait ouvert très peu de temps auparavant la préparation à l'agrégation à Sciences Po Lille, donc ça tombait assez bien. Donc j'ai fait ce détour par le secondaire, tout en conservant vraiment ce plaisir et ce goût pour la lecture, les concepts, la volonté toujours de continuer à travailler et à progresser, même une fois les concours obtenus. Et ça a été ça une toute petite frustration parce que dans le secondaire, cette curiosité intellectuelle-là, elle n'est pas toujours partagée par les collègues, bon, en tout cas pas dans l'établissement où j'étais, ou en tout cas pas par tous les collègues. Et puis par ailleurs, j'ai eu très rapidement une conférence de méthode ici à l'IEP à assurer en première année. Et donc ce plaisir et puis cette nécessité pour continuer les lectures, à se tenir au courant des derniers ouvrages d'économie qui sortaient, etc. Ça s'est vraiment imposé à moi. Après, il restait évidemment le plus dur à faire, c'est-à-dire trouver le bon sujet, la bonne personne et puis le bon moment pour se lancer. Et ça a pris un certain temps, on va dire. Et si on revient donc sur cette thèse dans laquelle vous êtes lancée, elle est intitulée « Commerce équitable et prix juste » et elle développe une réflexion sur les questions de justice et d'équité dans l'échange économique à partir de l'exemple du commerce équitable. Est-ce que vous pouvez nous parler plus en profondeur de ce travail? Oui, alors ça a été très long. Avant de trouver ce sujet, j'avais exploré pas mal de pistes qui finalement n'ont pas abouti. Pendant plusieurs années, si je me souviens bien, j'avais eu des rendez-vous assez réguliers justement avec Arnaud Berthoud qui m'avait aidé à réfléchir sur plusieurs sujets, sur plusieurs thèmes, sans que vraiment à l'époque on ait une concrétisation sur un sujet qui nous convenait à tous les deux. Pendant le même temps, le temps passait, il vieillissait, il a pris sa retraite, il s'est rendu compte que ça allait être plus compliqué et puis ça n'allait pas être une bonne idée, même dans mon intérêt à moi, de continuer pour lui à prendre des gens en thèse. Entre-temps aussi, je suis passée Prague, donc il y a eu aussi beaucoup de nouveaux cours à préparer, et puis se mettre au niveau pour des cours
qui n'avait rien à voir avec ce que je faisais dans le secondaire, donc ça a pris du temps, jusqu'au moment où il y a eu une sorte de déclic pour ce sujet qui mêlait vraiment toutes les dimensions qui me plaisaient et qui m'intéressaient prioritairement dans les sciences économiques. Et alors c'était le moment où je consommais des produits, commerce équitable, etc. Donc tout ça, ça a participé aussi à cette réflexion. Et puis finalement, j'ai trouvé un sujet qui mêlait vraiment les aspects très théoriques, philosophiques, et puis en même temps des questionnements que je pouvais partager avec des gens qui ne faisaient pas forcément de l'économie, mais qui consommaient, qui buvaient du café le matin, etc. Donc j'aimais bien l'alliance de ce côté très théorique, très philosophique, et puis en même temps avec des enjeux aussi assez concrets et parlants pour l'ensemble des agents économiques autour de ce thème du commerce équitable. J'aimais bien aussi le fait qu'il y ait des racines anciennes, ce côté histoire de la pensée, mais une histoire de la pensée économique qui avait des prolongements jusqu'à aujourd'hui, donc relié aussi des questionnements très anciens et puis des enjeux très contemporains, ça me plaisait beaucoup. Et puis ce lien aussi entre l'économie et l'éthique, qui était évidemment très très présent dans ce travail de thèse. Et du coup, c'est un travail qui est le résultat d'une sorte de double questionnement, on pourrait dire. D'un côté, ce que peut dire la science économique sur le commerce équitable, donc ce qu'a à nous apprendre la science économique sur une pratique qui est relativement nouvelle, puisqu'elle date en gros de l'après-Seconde Guerre mondiale, et surtout une pratique qui semble en rupture avec les principaux enseignements de la théorie économique mainstream, donc évidemment le prix juste qui revient sur le devant de la scène au sein du commerce équitable, des agents économiques qui ont un goût pour la justice, qui ne sont pas conçus comme le veut le modèle de l'homo economicus, etc. Donc il y avait d'abord cette interrogation de comment la science économique pouvait analyser cette pratique qui semblait être une sorte de défi pour les économistes et pour l'enseignement mainstream, pour ce que nous apprend l'économie de manière en tout cas traditionnelle. Et puis le deuxième questionnement, c'était un peu la réciproque du premier, c'était aussi travailler sur ce que nous apprenait cette pratique sur la science économique, qu'est-ce qu'elle pouvait nous dire de l'évolution de la science économique, qu'est-ce qu'elle pouvait nous dire de ses lacunes, qu'est-ce que le commerce équitable pouvait nous apprendre aussi sur tout ce que la science économique avait un peu oublié au fil du temps, avait un peu laissé de côté. Et notamment, bien sûr, cette question du prix juste et puis d'un goût pour la justice des agents économiques. D'accord. Donc ce travail que vous venez de nous expliquer, il a obtenu la mention très honorable avec les félicitations du jury, proposition de prix de thèse et subvention pour publication, ce qui a donné lieu à un ouvrage, en effet, publié en 2016 aux presses universitaires d'Aix-Marseille. Pouvez-vous nous parler de la conception d'un ouvrage de recherche à partir d'un travail universitaire et du vôtre en particulier? Oui, alors c'est une tâche évidemment compliquée, que ce soit pour la publication d'articles ou de cet ouvrage, ça a été assez long. Le principal problème que j'ai rencontré, c'est un peu lié à ce que je disais sur ce travail et puis les différentes dimensions qui sont mêlées dans ce travail, qui constituait à la fois ce qui, moi, m'avait prioritairement intéressé, mais qui pouvait aussi donner un côté un peu bizarre dans ce que je faisais pour la profession. J'ai eu parfois l'impression, pour publier des articles ou cet ouvrage, que ceux qui s'intéressaient au commerce équitable, c'était plutôt des spécialistes des questions de croissance, de développement, de lutte contre la pauvreté, etc. Ils ne voyaient pas très bien ce que Aristote et la philosophie économique venaient faire dans l'histoire et qu'est-ce que ça pouvait nous apporter. Et puis inversement, tous les économistes qui étaient plutôt des spécialistes de philosophie économique, d'histoire de la pensée, ne voyaient pas trop comment on pouvait s'intéresser à un objet, puis à un objet du coup contemporain, récent, etc., en travaillant en même temps sur cette dimension de l'histoire de la pensée économique. Donc le fait que ce soit un peu un objet au croisement de toutes ces dimensions-là, ça a été parfois aussi plus compliqué ensuite pour les publications.
notamment parce qu'aussi pour publier un ouvrage et notamment une thèse, c'est vraiment aux chercheurs de chercher un éditeur, des éditeurs qui parfois veulent quasiment un produit fini avant de donner leur réponse, donc ça a été un petit peu compliqué. Et puis ça s'est fait finalement dans cette maison d'édition d'Aix-Marseille et évidemment j'étais très contente. Alors vous nous avez mentionné Aristote et justement dans votre travail vous relancez la distinction entre la bonne et la mauvaise économie en prenant le parti que la bonne économie est toujours possible parce que le désir de justice des agents engagés dans le commerce équitable reflète finalement. Alors l'économie plus généralement, en particulier l'économie politique et l'histoire de la pensée économique dans laquelle vous travaillez et vous inscrivez, est une science qui nous semble de l'extérieur engagée et de par sa forte dimension politique notamment, est traversée par différents courants et paradigmes opposés. Alors, qu'en pensez-vous et comment vous placez-vous parmi ces courants? Alors, ma première manière de vous répondre, ce serait de dire que ce sont deux questions différentes, à mes yeux, et qui sont en même temps très liées, parce que ce côté, cette dimension politique de l'économie, c'est évidemment ce qui peut expliquer cette coexistence d'écoles et de courants différents. Maintenant, si je prends vos deux questions de manière un peu séparée, sur la dimension politique de l'économie, évidemment, il faudrait d'abord définir exactement ce que l'on entend par politique, ce qui peut un peu modifier ma réponse et ma façon de voir l'économie politique, donc de ce point de vue-là. Si on entend une économie politique, au sens qui est d'ailleurs peut-être le sens le plus fréquent d'une économie et d'un économiste qui serait là au service du prince, pour conseiller le prince et donc pour conseiller les hommes politiques, la sphère politique, etc. Je ne suis pas sûre que ce soit forcément ma conception de l'économie. C'est plutôt là celle qu'on retrouve chez Keynes par exemple, dans la théorie générale ou dans d'autres travaux de Keynes où il compare l'économiste à un dentiste, avec cette idée qu'il est là pour conseiller quand l'économie va mal, quand l'économie est malade, et qu'il faut aller chercher le médecin ou le dentiste avec un économiste qui arriverait avec sa boîte à outils en quelque sorte pour venir réparer l'économie. Si l'économie est politique, c'est pas forcément pour moi en ce sens-là. Ce serait plutôt par rapport au fait qu'il faudrait parler d'une économie politique, mais politique avec un grand P, on pourrait dire, au sens où l'économie, elle est intrinsèquement liée à la question de la cité, à la question de la vie bonne, et donc il y a forcément une dimension politique qui est intrinsèque à l'économie, voire même également, ou encore plus, une dimension éthique. Mon positionnement dans les courants, j'avoue que c'est pas forcément une question à laquelle j'ai spécialement réfléchi, sachant que le plus souvent, ce sont plutôt les économistes qui sont en désaccord avec vos thèses, qui vont avoir cette tendance à vous catégoriser dans telle ou telle école. On sait que dans l'histoire de la pensée économique, ça s'est plutôt passé comme ça. Donc Marx, qui a critiqué les classiques en les appelant ainsi, Veblen, auquel on doit cette étiquette des néoclassiques, pour critiquer les économistes néoclassiques de son point de vue plutôt d'économistes institutionnalistes. Donc je suis plutôt dans l'idée qu'il faut un peu se méfier de ces étiquettes qui posent toute une série de problèmes qu'on ne va pas développer ici, mais après c'est sûr que les spécialistes d'histoire de la pensée, tous les économistes qui travaillent plutôt du côté de la philosophie économique, on les classe traditionnellement plutôt du côté des hétérodoxes, donc ce n'est pas une étiquette qui me dérange. Après, j'aime bien la distinction que fait Amartya Sen entre une tradition éthique de l'économie et une tradition mécanique. Donc une tradition éthique, qui est plutôt évidemment la tradition issue de l'Antiquité, la tradition aristotélicienne, et une tradition qui se pose plutôt la question du pourquoi, donc pourquoi il faudrait travailler, pourquoi il faudrait produire plus, etc. Et une tradition, d'autre part, mécanique, qui s'intéresse plutôt à la question du comment, à la question des mécanismes. Donc là, ce serait plus pourquoi produire, mais comment produire toujours plus, comment produire de la manière la plus efficace. Donc ça, c'est une distinction qui me parle bien et qui transcende un peu les courants. Et évidemment, cette tradition éthique de l'économie, je m'y retrouve assez bien. D'accord. Et vous avez bien décrit comment la science économique pouvait être concrète. Et un autre exemple un petit peu plus concret, c'est un de vos articles
paru dans la revue en ligne Etopia, il n'y a pas longtemps, qui est intitulé « Comment faire une place au reste du monde vivant pour interrogation, le silence assourdissant de la science économique standard ». C'est un article qui se questionne sur la pertinence de la science économique pour traiter de la question du vivant, et notamment dans ce contexte d'urgence écologique et climatique. Quelle serait finalement l'utilité pratique de la science économique pour avoir un impact sur les décisions? Alors, évidemment, aujourd'hui, on entend beaucoup que la science économique, mais un peu d'ailleurs comme les autres sciences sociales ou humaines, si on considère que l'économie en fait partie, ne peut plus ignorer cette question environnementale ou écologique, qui inclut évidemment cette question climatique. Beaucoup d'auteurs, je pense à Éloi Laurent par exemple, nous invitent très fortement à en finir avec ce qu'il appelle cette approche séparatiste, qui consiste à étudier justement de manière complètement indépendante les systèmes économiques et sociaux d'un côté, les systèmes naturels de l'autre, pour le dire trop rapidement. Et donc effectivement, on a aujourd'hui une sorte de mouvement de convergence, en tout cas dans les réflexions, qui est bien traduit par l'idée d'humanité environnementale, dont on parle de plus en plus. Après, si je reviens à l'économie, je pense que ça fait quand même très longtemps qu'elle n'ignore plus cette question environnementale, si tant est d'ailleurs qu'elle l'ait ignorée un jour, ce qui n'est pas du tout évident. J'ai l'impression que la question, c'est plutôt de savoir si l'économie est armée, mais armée, est-ce qu'elle a les outils théoriques, est-ce qu'elle est armée conceptuellement pour traiter toutes ces questions de manière pertinente et avec une certaine utilité pratique, puisque votre question portait plutôt sur cette dimension-là. On a beaucoup dit qu'une certaine économie de l'environnement pouvait plutôt aggraver les problèmes environnementaux, plus que de contribuer à leur résolution par son aspect de découpage, de marchandisation, d'attribution de droits de propriété, etc. Donc cette économie de l'environnement, elle est beaucoup critiquée, même si elle a aussi son utilité. Et je pense que ce n'est pas une raison suffisante de toute façon pour jeter l'opprobre, comme c'est un peu fait parfois, sur l'ensemble de la science économique, qui effectivement, je pense, a un rôle à jouer. Alors elle ne sauvera pas la planète, mais je pense qu'à son niveau, elle a une certaine utilité, c'est sûr. Merci. Et pour un petit peu continuer sur l'utilité, et plus spécifiquement sur la recherche, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu plus concrètement quelles sont à vous vos méthodes de recherche et par exemple, on peut vous demander sur quoi vous travaillez en ce moment et comment. Alors, le comment, il est assez simple parce que quand on fait de l'histoire de la pensée économique ou de la philosophie économique, le comment, c'est avec ma pile de livres et d'articles d'un côté et puis mon petit cerveau de l'autre. Donc les questions de méthode, évidemment, elles n'ont pas du tout le même poids que dans d'autres branches de l'économie. Après, pour les objets d'étude, j'ai vraiment un intérêt qui est double. D'un côté, pour tout ce qui concerne les questions de justice, d'inégalité, la place de la justice dans les théories économiques, mais aussi dans les comportements des agents économiques, au travers, par exemple, le développement de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire. Et puis, mon deuxième centre d'intérêt, on vient d'en parler, c'est les questions d'environnement, c'est la question de la prise en compte du vivant dans la science économique, la question du climat, etc. Et d'ailleurs, cette préoccupation pour l'environnement, elle est très présente, elle est de plus en plus présente au sein du commerce équitable. Donc, mes deux centres d'intérêt, c'est un peu le reflet de, évidemment, ce qu'on trouvait déjà dans mon travail de thèse. Et aujourd'hui, ce qui m'intéresse le plus, c'est presque, je pourrais dire, le croisement de ces deux thématiques. Donc les questions d'inégalité environnementale, les questions de justice climatique, mais avec toujours un ancrage dans l'histoire de la pensée, dans la philosophie économique. Si j'ai juste le temps de donner un tout petit exemple, la question de la justice climatique, elle repose vraiment aussi ces questions d'inégalité sociale, et notamment tout ce qui concerne la consommation de produits de luxe, SUV, tourisme spatial, etc. Et on a eu au XVIIIe siècle une querelle du luxe très importante qui opposait notamment Rousseau, Voltaire, etc. Et je pense que, enfin en tout cas moi ce qui m'intéresse vraiment, c'est de voir qu'est-ce que ça peut encore nous apprendre aujourd'hui, notamment quand on pense que ce sont des débats ou des controverses qui n'ont plus aucun intérêt et dont on se rend compte en fait que même dans le contexte contemporain, ça peut encore nous apprendre beaucoup de choses. D'accord.
Alors, avant de se diriger lentement vers la fin de ce podcast, il est impossible de ne pas vous parler de l'agrégation de sciences économiques et sociales que vous avez vous-même obtenue en 2001 et que vous êtes aujourd'hui co-responsable de sa préparation avec Cédric Passard, avec succès, puisque presque tous les ans depuis que vous en occupez, la prépa grecque de Sciences Po Lille figure au premier rang français avec un nombre d'admis impressionnant chaque année. Alors, dans quelle mesure vous pensez que votre investissement, qui doit être conséquent dans cette prépa grecque, influence éventuellement vos travaux? Oui, alors cette prépa grecque, évidemment, c'est une très grande fierté, vous le voyez à mon sourire. C'est aussi très chronophage, évidemment, parce que je pense qu'on fait vraiment presque tout ce qui est humainement possible pour obtenir les résultats dont vous parliez. Après, l'influence sur mes travaux, d'un point de vue quantitatif, elle m'empêche beaucoup de m'y consacrer autant que je le souhaiterais, évidemment. Au-delà de cette dimension-là, qui est un peu plus anecdotique, je pense que elle m'a surtout obligée à travailler beaucoup de thèmes qui sont très différents, qui sont très larges, qui ont parfois rien à voir avec mes sujets de recherche, et qui parfois, m'ont donné la petite idée différente ou une manière de voir à laquelle je n'aurais pas du tout pensé si je n'avais pas travaillé sur tel ou tel thème pour la préparation à l'agrégation, où on a vraiment des thèmes très précis, très encadrés par le bulletin officiel, etc. Après, je pense que l'influence, elle fonctionne plutôt dans l'autre sens, donc c'est plutôt, quand on peut le faire, l'influence des travaux de recherche sur certains enseignements. Et là, évidemment, c'est très gratifiant parce que ça permet aussi de partager parfois avec les étudiants certaines hypothèses de recherche, etc. Et là, j'ai eu la chance ces dernières années de pouvoir assurer de plus en plus de cours qui sont vraiment liés à mes thématiques de recherche. Il y a le cours sur le réchauffement climatique en première année, des cours sur économie des inégalités en 4e et en 5e année, là au second semestre un cours sur l'économie écologique. Et donc ça évidemment c'est vraiment très agréable et très enrichissant pour les étudiants j'espère, mais en tout cas pour moi ça l'est vraiment. Alors pour finir sur une dernière question, changer un petit peu de sujet, on sait qu'il y a un contexte politique qui a été assez tendu ces dernières années vis-à-vis de la recherche, en particulier une globale défiance de la part des chercheurs et chercheuses envers la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et quelques-unes de ses déclarations polémiques. Alors, on voudrait vous demander quel est votre avenir en fait sur quel est votre avis sur l'avenir de ce métier de chercheur et de chercheuse? Je pense que dans tous les cas, c'est un métier qui a toujours été très exigeant, qui demande quand même pas mal de sacrifices, qui a la particularité de ne pas présenter de réelles coupures entre la vie professionnelle et la vie personnelle, un peu comme quand on est étudiant, c'est un peu le prolongement de ce mode de vie. Il y a beaucoup de tâches administratives qui sont de plus en plus lourdes, et on sait que les enseignants-chercheurs, notamment en France, sont assez mal rémunérés comparativement à ce qu'on observe dans d'autres pays. Il faut savoir que les gratifications sont plus symboliques que monétaires en quelque sorte, et effectivement les perspectives d'avenir, sans trop rentrer dans les détails, elles sont plutôt inquiétantes. On sait qu'il y a très peu de création de postes, qu'il y a un sous-financement chronique de la recherche et de l'enseignement supérieur. Là on parle de la suppression du CNU, pour l'instant on ne sait pas encore quelles seront vraiment les conséquences, mais ça fait partie aussi des choses qui peuvent inquiéter. De même que l'autonomie croissante des établissements. Donc effectivement, le contexte est un peu anxiogène, et puis peut-être d'autant plus pour les nouveaux entrants dans le métier que pour ceux qui sont déjà en poste comme moi. Justement, ça permet de rebondir malgré tous ces éléments qui n'incitent pas vraiment à l'optimisme. Que diriez-vous à un jeune étudiant ou une jeune étudiante qui aspirerait à faire de la recherche aujourd'hui? Que c'est un très beau métier, qu'il faut bien se renseigner avant et se lancer en ayant toutes les informations en main. Et puis de ne pas hésiter, parce que je pense que si c'est à refaire, je ferai à peu près la même chose. Et il faut surtout avoir la chance, parce qu'il y a une part de chance quand même, de trouver le bon sujet, de le faire au bon moment, quand il est un peu dans l'air du temps, dans l'actualité, etc. Et puis le faire avec la bonne personne. Et pour tout ça, j'ai beaucoup travaillé, mais je pense que j'ai eu aussi de la chance et que je dois beaucoup aussi à Sciences Po Lille et à certains enseignants, et puis notamment à M. Mardella, évidemment, qui était mon directeur de thèse.
Eh bien écoutez, c'est une bonne conclusion. Merci Delphine Pouchin de nous avoir accordé un petit peu de votre temps entre prépa Greg et recherche. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Les podcasts de la recherche. Les podcasts de la recherche.